Bonjour à tous, ravi d'être modérateur pour ce panel. Donc, je suis Yves Maton, CEO et fondateur de Place Anna Médical et serial entrepreneur depuis une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entrepreneurs et entrepreneuses beaucoup plus expérimentés que moi pour parler d'un sujet passionnant, voilà, donc les montagnes russes du financement. Alors évidemment, c'est un sujet critique pour toute entreprise qui veut se développer et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup préparé la table ronde avec des partages d'insights ces dernières semaines. Et du coup, je pense qu'on peut orienter la discussion autour de trois thématiques. Finalement, peut-être déjà, effectivement, partager ses hauts et ses bas, parce que je pense que c'est intéressant de la part d'entrepreneurs aussi expérimentés de savoir que ça ne se passe pas toujours très bien, aussi bien en tout cas que prévu. Voilà, même les meilleurs ne jouent pas toujours sur du velours, et ça, je pense que c'est intéressant pour voilà, des gens qui en sont peut-être à leur première ou deuxième levée de fonds. Le deuxième sujet, c'est peut-être des conseils, des retours d'expérience, de choses qui marchent de manière répétable et de choses qui ne marchent pas de manière répétable également. Et puis, dernier élément, il y a peut-être aussi des retours d'expérience à faire, à partager à nos amis investisseurs dans la salle, des feedbacks. Voilà, c'est toujours important aussi de partager la vision des entrepreneurs. Donc voilà, je vais peut-être commencer par toi, Anne, si tu veux peut-être te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas, et puis voilà, nous partager un élément sur un de ces trois aspects. Bonjour à tous, donc Anne Osdois, moi je suis CEO de Moon Surgical, une société dans le domaine de la robotique chirurgicale, et j'ai la double casquette puisque je suis aussi partenaire chez Sofinova Partners, et donc à ce titre en charge d'un fonds d'accélération MedTech et donc investisseur, mais entrepreneur dans mon cœur et dans mon âme. Bon, le sujet du financement, c'est un sujet dont on parle tout le temps dans ce genre de conférences. La période actuelle est particulièrement difficile, la pire qu'on ait jamais connue, je pense. Donc effectivement, le terme de montagne russe s'applique bien. Et je pense qu'il n'y a effectivement pas de recette miracle, c'est-à-dire qu'on a beau être expérimenté, c'est toujours aussi dur. Moi, j'ai arrêté de dire à mon mari que je partais en levée de fonds parce que c'est un truc permanent et puis que de toute façon, si je lui dis, j'envoie des mauvais signaux pendant quelques mois et je veux pas l'inquiéter. Mais pour vous donner un exemple, dans les derniers mois, voilà, on a effectivement énormément de financements qui passent par des très très hauts et des très très bas. Moi, j'ai l'exemple d'une société du portefeuille de Sofinova en MedTech qui, dans les 6 derniers mois, a vu son financement échouer 2 fois post-term sheet signé, avec 2 leads différents, à chaque fois pour des raisons différentes, totalement indépendantes. Et ce, à 2 ou 3 semaines d'un closing à chaque fois. Et c'est une société qui a un pédigré voilà, qui est excellent, qui a un dirigeant qui est très expérimenté, et ce, avec des investisseurs qui, au demeurant, sont très réputés et se comportent très bien. Mais voilà, à chaque fois, il y a eu des soucis. Dans le premier cas, c'était une difficulté à remplir le tour. Aujourd'hui, effectivement, obtenir une term sheet, avoir quelqu'un qui price un tour et qui signe, qui écrit, qui signe une term sheet, c'est extrêmement compliqué. Mais remplir un tour, après, c'est tout aussi compliqué. Donc en fait, finalement, on avait une term sheet signée avec un investisseur extraordinaire. Je veux dire, on ne pouvait pas rêver mieux. On a peiné vraiment à remplir le tour. On l'avait rempli en grande partie. Il nous manquait juste 20 millions d'euros. Et puis finalement, les semaines passées, les mois passés, et puis le lead est passé à autre chose, tout simplement. Ce qui est, je veux dire, dans la vie d'un investisseur, tout à fait légitime. Il y a une date d'expiration sur une term sheet, il y a d'autres opportunités, il y a un coût d'opportunité à ne pas faire voilà, ces autres diligences et investissements. Donc voilà, on a perdu la dynamique et puis la term sheet par la même occasion. Et on est ensuite du coup parti sur un tour plus petit, plus raisonnable. Du coup, pas forcément bien dimensionné par rapport à ce qu'on avait à faire, mais bon, peu importe, on était très pragmatique.
Donc avec une autre term sheet signée de nouveau, et puis là, à 2 semaines du closing, gros changement dans l'équipe de cet investisseur en question, et du coup, les associés restants n'ont pas voulu poursuivre le travail et la conviction sur la thèse d'investissement de l'associé qui avait fait la term sheet. Voilà, donc des choses qui, en l'occurrence sur cette deuxième term sheet, ne dépendaient absolument pas de nous, mais qui aujourd'hui mettent la société dans une situation extrêmement délicate. Donc on retient effectivement, tant que l'argent n'est pas sur le compte et qu'on n'a pas fait la constatation de l'opération, c'est pas gagné. Et effectivement, j'ai déjà eu même le cas d'un investissement où tout le monde avait signé et il y a un des investisseurs qui n'a pas versé. Donc ça a mis le closing par terre. Peut-être juste un point, Anne, juste une question complémentaire, parce que tu as dit quelque chose qui m'a interloqué et je trouve intéressant. Tu dis, on est un peu tout le temps en levée de fonds. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, voilà, on fait son pitch, on a atteint ses milestones, on prépare tout, et puis on se dit maintenant je me lance en levée de fonds, alors qu'avant on faisait complètement autre chose. Bon, la vraie vie ça marche pas exactement comme ça, mais ça m'intéresserait un petit peu d'avoir un petit peu toi ta vision de comment ça marche la levée de fonds dans la vraie vie. Oui, c'est une bonne question. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris et mis en place plutôt sur les dernières années avec Moon Surgical. C'est ce concept de levée de fonds permanente. Et je m'explique, on est plus ou moins actif en levée de fonds, mais l'activité de fundraising, c'est comme un muscle, il faut l'exercer. Plus on en fait, plus on est bon. Plus on en fait, plus on sait répondre aux questions parce qu'on les a déjà eues auparavant, finalement. Et l'autre aspect, c'est que les investisseurs de votre prochain tour ne sont pas les mêmes que ceux de votre tour actuel, ne sont pas les mêmes de ceux du tour précédent. Et donc finalement, éduquer la génération d'investisseurs cibles du tour suivant, c'est quelque chose qu'on peut faire en permanence et qui s'anticipe. Donc, entre deux levées de fonds, effectivement, moi, je continue à parler à 3-4 investisseurs par semaine à peu près. Alors, il y en a certains, c'est de l'entretien, c'est des updates trimestriels ou semestriels. Il y en a d'autres qui sont des nouveaux dans le pipe, entre guillemets. Mais c'est sûr que le pool d'investisseurs auquel on s'adresse évolue avec la vie de la société et qu'il faut continuer à s'exercer, à avoir des retours sur son histoire. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais ça dédramatise aussi un petit peu les choses de faire 3-4 pitchs par semaine. Voilà, ça fait partie du job. Bon, merci beaucoup. On pourra avoir l'avis, je pense, des autres panélistes là-dessus, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une super pratique. Merci beaucoup, Anne. Hervé, alors je crois que tu nous as dit que tu avais plein d'histoires à partager. On avait le choix, on avait l'embarras du choix. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, bien sûr, merci. Donc moi, je suis Hervé Fayard, je suis le directeur général et fondateur de MaaT Pharma, une société qui développe une nouvelle classe thérapeutique dans le domaine du microbiote, et on s'intéresse, notre produit lead, il est en rejet de greffe de cellules souches, donc plutôt des patients leucémiques. Les montagnes russes, effectivement, on en a connu beaucoup, et les montagnes russes, c'est une question d'amplitude. Je dirais, dans la lignée de ce qu'Anne a dit, je pense que ce qui a été pour nous et surtout pour notre board le plus déstabilisant, c'est on avait une offre de rachat de plusieurs centaines de millions de dollars et d'une société qui devait aussi réinjecter plus de 200 millions de dollars. Et c'était une équipe très très expérimentée. Je ne peux pas en donner le nom, mais vraiment, ils sont connus comme le loup blanc, comme on dit chez moi. Et on se voyait vraiment à fond, quoi. On devait lancer 15 phases 2. Enfin, c'était vraiment l'émergence de cette classe thérapeutique, quoi. Et la veille du closing, on est une société cotée en plus, ce qui ne gâte rien. La veille du closing, il retire son offre. Donc c'était un tout petit peu compliqué. Donc on avait déjà fait la célébration entre les équipes à Palo Alto. On avait déjà fait la célébration, les deux équipes ensemble. On avait dansé, ils nous avaient mis du Claude François pour être sympa avec nous, parce qu'on était français. On avait pris une cuite ensemble même. Donc du coup, c'était vraiment fait, quoi, jusqu'au moment où c'était plus fait. Et donc ça, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, comment je fais ? Alors, on s'est fait planter le soir. Je me suis dit, comment je fais avec l'équipe, quoi. Et parce que on avait eu les mêmes histoires avant, donc un petit peu d'expérience sur le fait de se faire planter au dernier moment. Et je me suis dit, la première fois que ça m'était arrivé, j'ai perdu 35% de l'équipe qui s'est barrée. Donc je me suis dit, là, il faut quand même qu'on gère le truc. Et j'ai décidé d'aller au Baléares. Donc on a réservé une salle de séminaire. Et on a mis tout ce qui nous avait fait rêver, on l'a mis dans un playbook, et qui est toujours notre playbook aujourd'hui. Et c'est-à-dire que l'ambition qu'on a créée à ce moment-là, on l'a gravée,
Et elle est là, elle est dans le playbook. Et elle n'a pas disparu, on ne peut pas la faire comme on avait prévu de la faire, mais maintenant on y va par petites étapes. On est conscient de ce qu'on veut faire, on n'a pas renoncé à l'ambition, on sait juste que c'est un tout petit peu compliqué. Et effectivement, les conditions de marché se sont tellement retournées que on y va maintenant par petits bouts. On est un peu comme tout le monde, soutenu par nos historiques. Mais je dirais on a réussi à faire quelque chose de positif, de quelque chose qui était vraiment traumatisant. Parce que les chiffres que je vous ai évoqués sont juste faramineux. Je pense que ça aurait été le plus gros succès d'une biotech française depuis fort longtemps. Et on était très contents de ça et il a fallu redescendre. Voilà, je vous donne aussi le truc, comment moi je l'ai géré. Eh bien, ouais, on est parti dans les Baléares, c'était super top. J'ai des adresses, si ça vous arrive, pour des centres de conférences à Minorque. Qui sont pas chers et super sympas. Et d'ailleurs, c'est loué par quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est chez 50 Partners. Vous viendrez me voir à la pause si vous voulez. Et en fait, il faut gérer l'humain et il faut continuer, il ne faut pas renoncer. Et puis après, ouais, j'ai plein d'autres histoires, mais je vais laisser mon collègue Fabrice à ma gauche commenter aussi de son côté et qui m'a aussi aidé au départ. Et j'en suis très content et je suis très content d'être aujourd'hui sur le panel avec toi. Bon, on note quand même, donc garder une petite poche, une petite réserve financière pour emmener l'équipe au Baléares au cas où la levée de fonds se passe pas bien. Ça, je pense que c'est une bonne pratique pour tout le monde. Merci beaucoup, Hervé. Fabrice. Merci Hervé pour ces mots qui me touchent. Alors, montagne russe, c'est vraiment le bon terme. Et avec des grosses amplitudes, comme tu l'as dit Hervé, donc on peut monter très très haut et on peut descendre très bas. Sauf que quand on commence, on ne sait pas qu'on est monté dans des montagnes russes. Donc c'est un peu la découverte. Alors moi j'ai découvert ça il y a longtemps, première levée de fonds en 2008. Je ne savais pas ce que c'était qu'une levée de fonds, une ouverture de capital, un investisseur. Je ne sais pas ce que c'est un investisseur. Une term sheet, on m'a expliqué 3 fois ce que c'est une term. Bon bref, je reçois des term sheets pour mon premier projet. Je sortais d'un beau INSERM avec une POC en poche, plutôt belle, avec une pathologie importante, une belle techno, une équipe de fondateurs, etc. On se disait, on était assez confiants et on reçoit des term sheets et à l'incubateur, on nous dit ça c'est génial parce qu'avec ça, avec cet argent, vous allez pouvoir décoller. Et on a décollé. Mais on ne s'est pas posé plus de questions que ça. On a ouvert le capital, des investisseurs sont rentrés. Première fois que je voyais investisseurs de ma vie. Mais bon, nous, on a déroulé. Donc premier proto, premier patient. Et là, je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble à une compétition de Formule 1, cette affaire. Donc, on est à fond les ballons, on fonce comme des dingues, et il faut faire un arrêt au stand. Parce qu'au bout de 2 ans, il n'y a plus de carburant. Donc, il faut refaire le plein. Alors, arrêt au stand, et on se dit, il y a du carburant là ou et donc, on vous refait le plein. Et là, vous refaites le plein et vous repartez pour X tours à fond les ballons, et ça continue, ça continue. Et votre cash, il descend, il descend, il descend. À un moment donné, vous vous rendez compte qu'en fait, comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est presque du temps plein, quoi. On fait que ça, c'est penser tout le temps au cash qui descend, parce qu'on a 0 revenu. On est innovant, on a un seul projet, et on bouffe du cash tous les jours. Et en fait, on a dans la tête un compte à rebours qui est le cash que j'ai au début, le cash burn journalier, combien je crame tous les jours, et combien de temps j'ai devant moi avant de mourir. Donc, l'arrêt au stand. Donc après être monté tout en haut des montagnes russes, avoir fait la première levée, on entame la descente. Et on ne sait pas si au bout, il y a la mort ou il y a la remontée avec le fait de pouvoir refaire le plein. Et en fait, quand ça se passe bien, on refait le plein et on repart 10 fois plus vite qu'avant, quoi. Et là, on embauche, on investit, on fait des tas de trucs, etc. Donc on est remonté et ainsi de suite. Et ça, je l'ai fait 6 fois. Bon, il y a des moments où ça monte tellement haut que tu es sur le point de perdre un petit peu tes références. Jamais j'aurais cru qu'un jour, j'aurais compté les zéros sur mon écran de mon compte bancaire. Je me suis dit, attends, il y a bien 6 zéros là, j'ai pas rêvé. Donc, franchement, là, tu es tout en haut, quoi. Et après, bon, tu descends. Et ce qui m'a traumatisé aussi un petit peu, c'est que des fois, tu es en pleine descente à toute vitesse et tu te dis, je vais mourir. Et là, il faut le partager, ça. Donc un jour, j'étais vraiment presque tout en bas. Et je dis à mes équipes, les gars, si on ne fait pas quelque chose, dans 3 mois, on est mort. On n'a plus de cash. Et il faut absolument trouver le moyen de refaire le plein et de convaincre les investisseurs qu'il faut nous remettre du carburant. Le seul moyen, c'est de leur démontrer que ça marche. Mais vraiment, pas au labo, pas dans une éprouvette, pas avec un démonstrateur, sur le patient. Donc si on ne fait pas un first in man avec notre machine, on est mort. Et là,
j'ai senti qu'il y avait une espèce d'empathie collective où tout le monde s'est dit bon, on est tous responsables de ça, on va tous faire en sorte qu'on puisse survivre. Et c'est là qu'on est remonté mais super haut et qu'on a fait une grosse levée de fonds parce que le First in Man, on l'a fait, c'est-à-dire que tout le monde s'est retroussé les manches et on a monté un proto en 6 mois, un proto qui a fait une première étude clinique, donc First in Man. Ça a tellement bien marché que le chirurgien était devenu un peu fou quoi, en disant c'est incroyable. Et là, les investisseurs étaient convaincus et on est remonté tout en haut des montagnes russes. Voilà. Quelques petites expériences, mais comme Hervé, je pourrais en parler pendant des jours. Merci. Alors effectivement, à la différence des montagnes russes, on espère qu'on ne revient pas quand même au point de départ à la fin, parce que sinon c'est moins bien. Mais super intéressant. Alors peut-être, donc là on a parlé effectivement des montagnes russes, donc entre les levées de fonds, et c'est vrai que la courbe de cash fait des montagnes russes. On espère que c'est l'inverse des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on monte de plus en plus haut, parce que généralement c'est plutôt l'inverse dans les parcs d'attraction. Mais peut-être un point sur les montagnes russes lors d'une levée de fonds, parce que cet exercice-là, c'est un exercice effectivement, c'est un test en fait. On est en train de vendre sa société, enfin un bout de sa société en tout cas. On vend son projet, donc un peu une partie de soi, de travail de l'équipe. Et puis il y a des fois, on sort d'un rendez-vous investisseur, ça s'est hyper bien passé, on est hyper enthousiaste, puis finalement 2 semaines après, ils nous disent que finalement ça rentre pas dans leurs critères ou autres. Parfois il y a des moments où ça patine, puis au contraire des moments où ça s'emballe. Ça, comment est-ce que de votre expérience, bien le gérer, bien le timer, justement pour éviter aussi ces cas où ça part bien et puis finalement ça s'enlise un petit peu ensuite? Bon, je le garde et ça repartira dans l'autre sens. Il faut vraiment avoir la capacité de gérer l'émotion. L'émotionnel, il est très très fort. Il y a des fois, on est hyper en colère. Tu sors d'un pitch à investisseur, tu as juste envie de les baffer, parce qu'ils n'ont rien compris, c'est pas possible. Ou alors, j'ai pas été clair, quelque chose s'est pas bien passé. Donc là, gérer l'émotionnel, c'est-à-dire rester maître de soi et de ses émotions, mais surtout, y croire. Se dire, moi, ma conviction, c'est que je vais y arriver. Voilà. Il m'a dit non, tant pis, j'en trouverai bien un qui va me dire oui. Voilà, ça, c'est ma conviction profonde. Si cette conviction est entamée, on a un risque potentiel sévère. Voilà. Donc, tant que la conviction est là, c'est bien. Et la conviction, elle est aussi dépendante des équipes. Donc, il faut transmettre quelque chose aux équipes et transmettre du positif. Quand on a des doutes, il ne faut pas les transmettre. Moi, j'en ai forcément des doutes, mais je reste convaincu que grâce à notre force, d'ailleurs, j'ai toujours dit à mes équipes, je leur ai dit, on est indestructible. On a un problème, demain, on a une solution. Voilà. Et ça, les équipes, ça les galvanise, Et grâce à ça, on finit par y arriver. Donc, gardez le cap. Ouais, et puis ce que tu décris, c'est la norme en fait. Tu as toujours un early adopter dans un fonds avec qui tu vas passer du bon temps, et puis à un moment donné, il va passer en comité d'invest, et puis tu as des gens à qui tu n'as jamais parlé qui vont avoir un avis sur des critères de taille de marché, de politique de gestion du risque au sein du fonds. Enfin, c'est hors de contrôle en fait. Et donc, je pense qu'il faut l'accepter. Je suis très très d'accord avec ce que dit Fabrice sur le rôle de l'équipe, parce que en fait, là j'étais en train d'attendre patiemment et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt les entrepreneurs précédents à qui je dis bravo, j'en profite. Je veux toujours encourager les entrepreneurs parce que je sais à quel point c'est dur, et bravo pour ce que vous faites. Mais mon équipe envoie un mot pour dire tiens Hervé, est-ce que tu es OK qu'on fasse un pot pour fêter, on doit enregistrer on doit déposer notre première AMM en juin. C'est juste une première mondiale, c'est la première fois qu'un produit microbiote pourrait être approuvé en oncologie. C'est l'équipe qui le fait en fait. Donc moi je gère les merdes, je gère les déceptions, je gère le fait que ça se passe pas bien au sein du fonds, et les équipes me font confiance parce qu'on est ensemble depuis un moment, on a très peu de turnover, et puis on avance. Mais après il faut en rencontrer des centaines dans toutes les zones géographiques sans exception. Et puis ne pas s'enflammer quand on est sur un early adopter. C'est ça mon grand enseignement. C'est là où je me suis le plus planté. Ouais, machin, il m'a dit ça, tu vas voir, ça va cartonner. On a dit, on va faire ça. En plus, on peut s'étendre dans telle maladie. Ça t'en trouves des gens tout feu, tout flamme tout le temps. Et si, par contre, tu mises ta stratégie là-dessus, t'es un peu mal. Et là, le rôle du board est important aussi, d'avoir des connexions peut-être à d'autres endroits dans le fond pour juste vérifier qu'on est aligné vraiment, quoi. Super. Alors peut-être du coup un mot, Anne, pour conclure, et du coup avec ta double casquette, je pense que c'est parfait, parce que effectivement on essaie de garder le cap en tant qu'entrepreneur, mais en même temps une partie du retour du marché, c'est le retour des investisseurs, Si personne ne veut investir dans la boîte, il faut se poser des questions. Comment trouver cet équilibre d'après toi? Je pense que le retour des investisseurs, il est important, et il doit permettre
d'avancer, éventuellement, si c'est pertinent, d'ajuster son plan. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas le prendre personnellement. En fait, quand un investisseur ne fait pas un deal, il y a 9 raisons qui ne sont pas liées à l'opportunité et une raison qui est liée à l'opportunité. Et ça, vous ne le savez pas en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dynamiques de construction de portefeuille, il y a des dynamiques humaines, il y a des hiérarchisation de différents sujets. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dans votre contrôle et effectivement, on va vous dire non, on va vous faire un retour sur le pourquoi qui vous concerne, mais il y a tout le reste auquel vous n'aurez pas accès et donc voilà, essayez de prendre ça comme du feedback et non pas comme une sanction, ou en tout cas comme la seule raison, et puis avancer, quoi, vraiment move on immédiatement. Faut juste surtout pas s'arrêter à ça. Et juste pour revenir à la période actuelle, moi, ce que je trouve compliqué, c'est de créer de la tension dans les deals. Il y a énormément d'attentisme aujourd'hui. Voilà, le monde est incertain, donc les gens regardent les choses, mais ils ne bougent pas. Et ça, vous arrivez peut-être à le faire effectivement par un plan de développement où il y a des milestones. Voilà, il faut le créer, en fait. C'est dans une certaine mesure lié à votre plan de développement, dans une certaine mesure artificielle, voire joué théâtralement, mais il faut arriver à créer des espèces de points d'ancrage comme ça dans votre timeline de quelques mois pour essayer de faire cristalliser les choses, parce que sinon ça s'étend. Moi, j'ai une CFO qui veut jamais qu'on tombe en dessous d'un an de cash, mais on enlève du cash pour 2 ans et ça met un an de lever de l'argent. Donc en fait, vous voyez le truc, c'est la vie est compliquée, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Et voilà, arriver à pas gérer le timing, hein, on n'est pas en contrôle, mais quand même essayer d'impulser une dynamique. Il faut vraiment, il faut y réfléchir, il faut le créer. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous et pour votre partage d'expérience.